Hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Moi, voix un petit peu caverneuse que vous pouvez voir, mais je suis quand même très en forme et surtout ravie de vous présenter aujourd'hui mon nouvel invité, David Colas, General Manager ou directeur du Mandarin Oriental Tokyo. Et alors, la petite anecdote est assez rigolote, j'ai rencontré David il y a des années à Genève où il était à l'époque directeur du Mandarin Oriental. On a sympathisé, j'ai trouvé que son histoire était fabuleuse et j'ai eu envie de vous la raconter. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant de vous la raconter si il s'expatriait dans un nouveau pays et qu'on allait justement voyager ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait, puisque l'épisode que je vous présente aujourd'hui, mes chers amis, pour la première fois, est un épisode enregistré à Tokyo, où donc David est désormais General Manager depuis quelques mois au Mandarin Oriental et où j'étais également pour l'ouverture de la boutique de Gemio. Bref, les grands esprits se rencontrent à Tokyo, visiblement. En tout cas, on a passé un super moment. On a parlé de voyage, on a parlé de son métier très intéressant dans le monde de l'hospitalité. On a parlé aussi de ces métiers justement où il n'est pas nécessaire forcément de faire des études classiques pour réussir à avoir une très belle carrière. Bref, on a déconstruit un certain nombre d'idées reçues sur le sujet. On a parlé bien sûr de discipline, de travail et de sacrifice. J'ai trouvé cet épisode passionnant. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le dire à David et à moi bien sûr sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. On est présents tous les deux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec David Colas. Bonjour David. Bonjour Pauline. Merci de me recevoir ici au Mandarin Oriental de Tokyo. C'était un rêve pour moi. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on mijote ce projet et je te remercie de m'avoir accueilli. Bah écoute, ravi de t'accueillir à Tokyo. Je viens d'arriver moi-même il y a quelques mois, donc je découvre la ville avec toi. David, écoute, il y avait plein de manières de commencer cette interview parce que tu as un parcours assez simplement extraordinaire et je me suis dit que peut-être le plus intéressant pour l'audience qui ne connaît pas bien les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ça serait que tu commences par nous plonger dans l'univers et qu'on commence, si ça va, par une anecdote qui serait l'une de tes anecdotes phares, l'une de tes anecdotes les plus folles que tu aurais vécues en tant que general manager ou même à l'époque avant où tu étais encore à d'autres postes, mais qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qu'on peut vivre quand on est dans un type de métier comme le tien. D'accord, tout à fait. Bah écoute, alors ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ouais. C'est Bill Clinton. J'ai eu la chance de l'avoir dans 3 de mes hôtels. Ok. La première fois à Aspen, dans le Colorado, où il y a ce forum économique qui existe toujours, où il venait de terminer sa présidence. La deuxième fois au Ritz à Londres, où là il venait en tant que client et une standing ovation des clients dans l'hôtel. Quand il arrive, en fait, se sont levés. Le Ritz, c'est un long couloir, un peu comme le Ritz à Paris, très très traditionnel, où les clients se sont levés pour lui faire une standing ovation. Et la 3e fois à New York, au Mandarin à New York, où il venait dans le cadre de la semaine de l'ONU en septembre rencontrer un chef d'État. Et là également le charisme assez incroyable qui dégageait m'a marqué en fait. Donc c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit avec le président Clinton. Donc on peut dire qu'il te suivait finalement. Voilà, il me suivait, ouais. Et il est ça c'est un hôtelier quand on a la chance de faire une carrière en hôtellerie et à l'international, c'est vrai qu'on rencontre souvent des personnes incroyables de tout niveau et de tout secteur d'activité. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Alors ça c'est sûr, j'imagine qu'il y a quand même aussi un autre aspect qui peut être ludique à raconter, qui sont des anecdotes un peu farfelues, au sens où je pense que tu dois vivre aussi, alors peut-être pas avec Bill Clinton en l'occurrence, mais des demandes, des choses en fait qui sont l'art du service et auxquelles, si je me trompe pas, vous devez essayer de répondre toujours de la manière la plus réactive et la plus enchanteresse possible, mais parfois avec des contraintes fortes. Est-ce que tu aurais là aussi un exemple qui te vient à l'esprit ? Oui, tout à fait. Alors c'est assez classique dans notre milieu, bien évidemment, mais c'est souvent
des demandes. En fait, c'est toujours la réactivité qui est le plus impressionnant dans le secteur du luxe. Ça veut dire un client qui veut subitement aller à des milliers de kilomètres pour assister à la finale de la Coupe du Monde, qui part en avion, en jet privé, c'est des choses finalement le plus impressionnant, c'est la capacité d'organiser à très très court terme. Ça, c'est l'anecdote en général. Les bateaux, les avions, les hélicoptères, mais tout de suite, dans les 2 heures, dans les 3 heures. Donc, là, c'est la grosse différence, et l'uniqueness de l'hôtellerie de très haut niveau, c'est le service de conciergerie, finalement. Avec cette capacité de faire des choses qui sont faites dans l'exécution très rapide. Et alors justement, comment est-ce qu'on gère? Est-ce que tu aurais un exemple précis à nous donner? Parce que j'aimerais vraiment qu'on se projette. Mettons quelqu'un veut, dès le lendemain, tu citais cet exemple, aller assister, bientôt voir les JO à Paris par exemple qui vont arriver. Il est basé à Tokyo et là, demain quasiment, il faut qu'il parte. Finalement, quelle est l'équipe qui gère ça? Comment est-ce que ça s'organise? Là, ce qui se passe, c'est que le concierge en général de Mandarin Tokyo, pour citer l'hôtel ici, va contacter son collègue à Paris. Finalement, c'est ça la force. Le collègue à Paris va lui avoir ses connexions locales pour délivrer ce que le client à Tokyo veut. Finalement, c'est très très souvent de cette façon-là. La force, c'est le networking finalement. Le networking entre collègues, mais aussi avec les relations qu'ils ont tissées dans des dizaines d'années avec les personnes qui décident, alors que ça soit un match de foot, les Jeux Olympiques, des concerts, des restaurants, des shows, des choses très très particulières. Ils connaissent toujours quelqu'un qui puisse le faire pour eux. Donc ils cultivent un réseau. Ils cultivent un réseau incroyable. Le concierge d'hôtel de ce niveau-là est une personne qui pourrait apprendre à beaucoup d'élèves finalement d'écoles de commerce ou d'hôtelière, de comment cultiver un réseau à travers une carrière finalement. Ça c'est le plus impressionnant. C'est toujours ce qui m'impressionne le plus avec ce métier-là. Et je pense que dans les images d'Épinal aussi qu'on peut avoir sur le métier, c'est le fait que vous ne disiez finalement jamais non, vous ne dites jamais non à des clients quoi. Et donc quelle que soit la demande, même si effectivement c'est pour demain qu'il faut organiser, affréter carrément un jet, etc., le non est impossible. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'il peut vous arriver de dire non, en fait, là, désolé, c'est pas possible? Alors, on dit non quand déjà si c'est pas légal, on dit bien non. sûr. Et après ça, on dit oui, avec ou une alternative très précise. Si tu n'as pas, alors arrivant au Japon, le Japon est un très bon exemple. Le Japon est une destination, Tokyo est la destination gastronomique en ce moment. Donc, si tu n'as pas de place dans le restaurant 3 étoiles omakase, il n'y a pas de place. Oui, en plus, c'est des toutes petites surfaces. Voilà, petite surface. Donc là, les alternatives, finalement, c'est de faire comprendre à cette clientèle exceptionnelle qu'on peut leur proposer autre chose de tout aussi unique. Et là, Tokyo est un terrain de jeu assez différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où la clé pour notre clientèle internationale, c'est de pouvoir essayer ces restaurants uniques. Mais si ils ne réservent pas ou nous préviennent pas plusieurs mois à l'avance, là il y a un vrai blocage. Donc alors, là c'est le challenge en fait que je découvre ici avec notre équipe qui sont envahis de demandes de dernière minute et là on voit les limites quelque part aussi de la capacité à faire des choses. Mais en général ce qui vient avec des tarifs très élevés est la capacité de proposer des expériences. L'hôtellerie change et la clientèle en général veut vivre des expériences locales aussi, très important, d'être l'immersion culturelle. Tu disais, tu parlais du sens du service tout à l'heure, et donc là on en voit quelques exemples, et c'est vrai que on discutait ensemble avant de lancer l'interview que le Japon est un pays particulier parce que tout est un temps long, donc je peux imaginer que même si le service est très développé ici, ça peut s'achoper justement à quelques difficultés. Je voulais te demander justement, quels sont pour toi les plus grands challenges de ce métier? Peut-être toi à titre personnel, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le temps long, comme tu dis. Alors moi, j'ai une carrière internationale par mon choix. J'avais
toujours envie de voyager. Donc en fait, ma passion était le voyage, donc j'ai suivi l'hôtellerie pour pouvoir délivrer finalement cette passion. Maintenant, le plus dur dans les métiers du luxe, c'est d'être consistant tous les jours. Ça, c'est la plus grosse frustration. Est-ce que chaque client, est-ce qu'on arrive à délivrer finalement cette promesse de ce qu'on lui vend? Et ça, pour moi, c'est un petit peu le plus important finalement et le plus difficile à délivrer. Le plus difficile parce que j'imagine en termes humains, avoir des personnes qui systématiquement font extrêmement bien les choses, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile, cette consistance? Parce que finalement, tu dois personnaliser de plus en plus et ce qu'on appelle l'emotional intelligence finalement, avec nos collègues qui doivent pouvoir délivrer de façon différente à différents moments de la journée, avec différentes type de demande et de mood, ça c'est compliqué à former ça. Hein, donc cette capacité à toujours répondre à l'attente des clients avec des collaborateurs qui sont bien sûr dévoués, loyaux, qui travaillent très très dur, mais lire et comprendre ce que veut le client prend des années d'expérience. Et ça c'est le plus dur. Hein. Le reste c'est facile. Faire un hôtel, c'est une entreprise. Alors oui, il y a toujours des challenges, mais le plus dur quand on veut faire du luxe, c'est de délivrer tous les jours dans la qualité de service finalement. Et c'est intéressant, tu vois, je m'étais pas fait la réflexion, mais finalement toi, en tant que general manager, donc tu gères une équipe de combien de personnes là au Mandarin? Alors ici 650 personnes. C'est énorme. Enfin, c'est une très très grosse entreprise avec donc du processus, puisqu'en fait il faut gérer 600 personnes. Et en même temps, là, ce que tu viens de dire, c'est il faut en permanence se battre contre le processus pour que, justement, on devienne pas trop procédurier. Et c'est ça peut-être l'art du service. C'est ça. C'est l'art du service, l'art du moment, parce que le luxe ne veut pas dire la même chose pour toutes. Pour tout le monde, je dis à mes clients, le même client qui vient le lundi pour un déjeuner d'affaires et le mercredi avec pour quelque chose de plus personnel et social va avoir un comportement différent. Donc il faut qu'on s'adapte. Ça c'est l'exemple typique dans les restaurants où tu dois sentir s'il y a un moment de formalité, de business, de plaisir, de loisir, et ça prend des années de travail finalement. Donc chez nous là dans l'entreprise dans laquelle je travaille, l'obsession numéro 1 c'est vraiment la qualité. Parce que c'est ça qui va faire de toute façon faire réussir notre entreprise même financièrement. La qualité du service. La qualité du service, c'est le premier KPI, hein, c'est très très important. Alors justement, ça me parle aussi parce que j'ai à ma petite échelle, comme tu sais, maintenant 9 boutiques, donc c'est pas encore 600 employés, mais j'espère un jour. Et cette qualité justement dans le service, elle est tellement difficile. Et pourtant, comme tu dis, on a des personnes dévouées qui se donnent du mal, etc. Mais il y a tellement de cas de figure particuliers. Est-ce que tu pourrais me donner quelques-uns des secrets de David Colas en termes de formation, de management, de leadership, tu vois, pour que ces personnes, justement, apprennent le plus vite possible à s'adapter et à élever cet art du service? Alors, il faut les former, déjà, il faut mesurer la qualité. Donc ça c'est très important. Il faut mesurer leur performance par avoir le retour des clients de façon systématique. Et alors, t'aurais un exemple comment on mesure? Alors ça, nous, dès qu'un client reste chez nous, il reçoit bien sûr un suivi, un suivi de qualité pour nous donner, pour qu'il nous donne vraiment son retour client. Donc ça c'est important parce que sinon tu sais pas. Bah oui. On fait aussi appel à des clients extérieurs pour nous faire pour faire un audit qualité. Donc Mandarin on investit beaucoup d'argent là-dessus parce que ça c'est vraiment tangible finalement. Un peu comme des visites mystères, c'est ça? Donc on fait ça ici, un hôtel comme ça, on va en avoir une tous les 2 mois. Tu m'invites quand tu veux pour faire une visite Oui, mystère. et on fait et je le ferai parce qu'en fait on fait différents angles pour vraiment avoir un peu le retour client. Et après, alors moi mon style c'est d'être très présent avec les équipes pour leur montrer que je fais partie de l'expérience client. Ça part du leadership. Est-ce que le leader de l'hôtel est impliqué dans l'expérience client ou pas? Ou est-ce qu'il reste dans son bureau? Est-ce qu'il est intéressé par d'autres choses? Donc ça, c'est mon style à moi. Et finalement, rencontrer les clients et avec mes collègues, ça leur montre aussi que il y a une vraie implication de ma part. Et aussi, ce que j'appelle d'essayer. Toujours essayer des nouvelles choses. Et même si ça marche pas, c'est pas grave. Ah, ça, c'est hyper intéressant. J'aurais pas pensé, tu vois, parce que je me serais dit, on n'a pas le droit à l'erreur dans le monde du luxe. Alors, la mentalité de notre groupe hôtelier, c'est que chaque unité, chaque hôtel a une autonomie de décision très, très poussée.
Et ça, c'est aussi pour ça que c'est aussi une des clés du succès pour moi. Et si tu regardes d'autres marques de luxe dans d'autres secteurs, souvent, ce sont des maisons et souvent le pouvoir est donné à ces maisons de marques différentes. Et qui ont les moyens d'avoir une autonomie de décision et d'essayer très très forte. Ça, c'est la clé. Ce qui marche à Tokyo ne marche pas à Paris ou à London ou à Dubaï, par exemple, même dans le service. Donc l'implication, elle démarre du leader, je pense, sur la qualité. Et alors, comment est-ce que tu gères cette exemplarité? Enfin, je suis assez convaincue que c'est une des clés du leadership comme toi, mais en même temps, tu as toutes ces tâches administratives, tu as toutes ces tâches de gestion, parce que 600 personnes, c'est pas rien. Donc, c'est bien de vouloir être présent avec le client, mais est-ce que tu dors, David? Comment fais-tu? Oui, je dors, mais alors moi, je m'entoure justement de façon spécifique avec ce que j'aime faire et ce que j'aime moins faire. Donc il y a plusieurs types de leaders, comme tu sais. Donc comme je sais que moi je vais passer à peu près 30% de ma journée dans le bureau, ça c'est le maximum que je peux faire. Donc j'ai besoin je m'entoure de gens qui sont parfois qui ont plus de facilité sur la qualité administrative de leur travail à eux. Donc ça c'est mon style. Évidemment, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'être avec les clients et les collègues. Après, la technologie aide, oui, beaucoup de meetings, de reporting, de choses comme ça, mais on a quand même des grosses équipes. Mais encore, mon discours ici à Tokyo en arrivant, c'est de réduire les meetings, de réduire le temps des présentations, de réduire, d'accélérer la prise de décision. Ce qui est pas forcément toujours facile ici au Japon, pour justement passer plus de temps avec nos collaborateurs. Donc ça, il y a pas de guide, il y a pas de guide de mandarin qui va nous dire fais pas ça, fais pas ci. Chaque GM a une façon différente de voir les choses. Donc tu dirais par exemple que donc t'étais à Genève avant, la patte David Colas, elle était présente à Genève et là tu vas mettre ta patte à Tokyo, mais donc il y a une patte quand même différente en fonction du leader du lieu dans le cadre des mandarins. Ouais. Ça c'est très intéressant toujours parce que finalement il y a la marque, mais derrière il y a parce que tu as une autonomie assez totale finalement en tant que chef d'entreprise d'un hôtel de ce niveau-là, parce que ton corporate office il est basé à très loin et finalement la vie de l'entreprise tous les jours elle est avec toi et le style que tu vas donner. Ça va impacter toutes les équipes, la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent avec les clients aussi. Il faut leur donner, enfin mon style c'est de leur donner le pouvoir de pouvoir être eux-mêmes, surtout avec les générations qui arrivent. L'hôtellerie a parfois une réputation d'être un peu trop traditionnelle et classique, l'hôtellerie de luxe. Et là, j'essaye de faire évoluer ça également dans la façon dont les collaborateurs peuvent se comporter avec les clients. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle après, mais d'abord, je voulais revenir justement sur ton arrivée à Tokyo, parce que je trouve ça très intéressant de comprendre finalement qu'est-ce que tu fais quand tu arrives en tant que GM. Alors, tu as beaucoup d'expérience, donc tu as déjà été GM dans d'autres très grands postes comme celui-ci, mais néanmoins, en plus, c'est une culture particulière. Est-ce que tu pourrais un peu nous prendre par la main et nous expliquer quelles ont été les premières actions ou les premières choses que tu as voulu faire quand tu es arrivé en tant que GM ici? Oui, alors plus tu bouges, plus tu comprends un peu le fait de t'adapter à une nouvelle culture. Donc comme tu l'as dit, j'ai vécu dans pas mal de pays, donc ça aide. Alors la première chose que j'ai fait, j'étais toujours à Genève, je me suis plongé dans l'histoire du Japon, dans l'histoire. Pour comprendre un peu le mécanisme et en tout cas l'histoire et la géographie, parce que je pense que ça a un impact très très fort sur le comportement des gens. Donc ça c'était avant d'arriver. Et quand tu arrives, après moi je prends le principe de désapprendre un petit peu, ce qu'on dit, le unlearn. Tu désapprends un peu tes méthodes et tes habitudes de la destination d'avant. Tu ne parles jamais d'avant finalement. Tu peux pas dire à Genève on faisait ça, à New York on faisait ça. Ça c'est pas la bonne façon d'avancer, je pense, avec une nouvelle équipe. Mais c'est, je pense, pas si fréquent, parce qu'au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tellement baser, si tu veux, leur prochain coup ou leur prochaine étape sur leur expérience passée que c'est difficile à lâcher, je pense. Oui, il faut lâcher.
mon avantage, c'est de connaître très fortement la marque. Ouais. Donc ça, t'as pas d'adaptation de découvrir un nouvel employeur. Parce que ça fait depuis 2020, c'est ça? Non, 2010, pardon. 2010. Donc ça fait bientôt 14 ans. C'est mon 5e hôtel. Donc Hong Kong, New York, Genève, Tokyo. Mais donc la culture de la compagnie, je la connais très très fortement et mon expérience en Asie m'aide. Et après, ton travail finalement, c'est d'apprendre à découvrir les nouvelles équipes. Tu leur dois ça. Alors oui, tu leur amènes la culture de l'entreprise, tu leur amènes ton style, parce qu'ils doivent apprendre ton style. C'est pas évident. Et toi, tu dois être vraiment dans l'apprentissage un peu de ce qui se passe ici à Tokyo. C'est la balance. Tu amènes ce que tu es, c'est très très important, en respectant ceux qui sont. Et de ce que je dis, il faut vraiment prendre à bras le corps et quand tu bouges beaucoup, tu dois prendre vraiment les choses les plus positives de chaque destination. Sinon, tu deviens un râleur en disant c'était mieux avant, dans une autre destination on faisait ça, pourquoi vous faites pas comme moi, etc., etc. Donc ça c'est un peu mon principe de base, que ça soit Tokyo ou Genève. Alors après, Tokyo a une culture très prononcée. Le Japon c'est très très différent, très différent. Dans le jargon asiatique, on est plutôt dans le hardcore. Ouais. Voilà. En Asie, Hong Kong, Singapour, Bangkok, c'est plus facile. Le fait d'avoir fait. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile le Japon? Alors, si tu veux, le Japon c'est l'Asie à un niveau exceptionnel. Si tu regardes un peu, quand tu viens au Japon, les infrastructures, la qualité de service, la force de l'économie, la culture, la géographie, tout est là. Tu viens pas dans une Asie qui est parfois où il y a une face cachée, où il y a de la richesse mais beaucoup de pauvreté. Il n'y a pas de ça du tout ici. Donc finalement, le Japon est au niveau. Et déjà, c'est peut-être assez prétentieux de dire ça, mais d'un point de vue occidental, le Japon, nous n'avons rien à apporter au Japon finalement. Oui, souvent c'est même l'inverse. Voilà. Donc là, en tant qu'expatrié au Japon, tu regardes et tu es plutôt là, waouh. Donc c'est ça la différence. Ils ont pas attendu de voir. On n'est pas dans un développement économique ici. On est dans une maturité. Maintenant, le Japon a un respect très très fort pour les personnes qui viennent travailler chez eux, et aussi pour la France également, parce qu'on partage, en tout cas dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, de la cuisine, avec les Français, cette obsession qualitative et du produit. Donc en tant que Français au Japon, je pense que c'est un peu plus facile dans les métiers du luxe. Je voulais qu'on parle de recrutement et notamment d'un sujet, tu me diras si tu acceptes d'en parler, mais de la difficulté pour des personnes comme toi et moi, alors je ne mets pas forcément au même niveau bien sûr, mais de trouver, de recruter, de former des personnes des générations plus jeunes. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est une réalité, qui est qu'en fait on a changé quand même d'état d'esprit, ils ont appris beaucoup de choses que des générations plus âgées n'avaient pas en tête, et donc ils se font pas faire, et c'est bien à certains égards, mais à l'inverse c'est aussi moins facile à gérer. Est-ce que déjà c'est en fait complètement faux ce que je dis? Est-ce que c'est une idée reçue, ou est-ce que vous vivez aussi vous dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ces difficultés de recrutement et de formation sur les générations plus jeunes? Oui, tout à fait, et c'est global, c'est tous les territoires finalement. Donc c'est plus dur de recruter qu'avant. Et oui, c'est plus dur. L'hôtellerie avant, la grande restauration avant, tu avais 10 CV pour un poste. Ça, c'est fini. Alors, je pense que globalement, c'était une nécessité. Les conditions d'accueil et de développement et les carrières sont très très positives maintenant dans l'hôtellerie-restauration de haut niveau. Donc finalement, ça a remis un peu tout le monde en question. On offre des conditions de travail, des salaires et des perspectives de carrière beaucoup plus attractifs qu'il y a 10 ans. Et ça continue de s'amplifier puisqu'on a du mal à recruter. C'est l'offre et la demande. Alors, ça va beaucoup mieux. C'est pas parfait. Et pour nos équipes, finalement, pour l'équipe de leadership, c'est de s'adapter à ça et de changer avec ça également.
travailler 6 jours sur 7, c'était même l'Asie avant. Tu vois, nos hôtels en Asie, aujourd'hui, travaillent 5 sur 7. Moi, quand j'étais à Hong Kong en 2010, on travaillait 6 sur 7. On reviendra pas en arrière. On est une industrie avec beaucoup de choses, beaucoup de contraintes finalement. Les contraintes, c'est les horaires de travail, bien sûr. Les horaires de travail. Mais le reste, ça a changé. Et je dirais aujourd'hui que même ce qui est formidable dans le luxe, et si on aime les clients, finalement, si tu aimes les clients, dans un hôtellerie de luxe, dans le retail de luxe, c'est assez extraordinaire parce que tu vas avoir la chance de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans d'autres industries. Et ça, c'est toujours le cas. Donc, c'est pas facile. Mais finalement, il faut prendre ça à son avantage. Et on fait ça en changement. On a des programmes de formation qui sont assez exceptionnels. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Rising Fan. Donc, on prend des jeunes étudiants qui sortent des écoles hôtelières dans le monde. Et en 18 mois, on leur propose une accélération de carrière qui est phénoménale. Après 18 mois, ils vont se retrouver dans des postes de management dans les mandarins orientales partout dans le monde. Ça, c'est nouveau et il n'y a pas le choix. Tu vois, c'est tangible. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, il faut être très tangible. De leur dire, on verra, non. C'est aujourd'hui, tu fais ça. Dans 18 mois, tu feras ça. Dans 2 ans et demi, tu feras ça. Ils ont besoin finalement de ce chemin, en fait. Ce qui est nouveau. Parce qu'avant, tu fais tes preuves et on en reparlera dans 2 ans. C'était un peu marche ou crève quand même. Marche ou crève, voilà. Ce que tu as vécu d'ailleurs. Oui, là voilà, moi je suis d'une génération où j'ai commencé il y a très très longtemps déjà, mais où c'était différent, l'apprentissage en France, dans les 3 étoiles Michelin, etc. Mais finalement, ça m'a appris une chose, c'est la rigueur extrême. Ça a été la rigueur et l'obsession de la qualité. Finalement, c'est tu vois mon style de leadership aujourd'hui part de là. Où j'ai vu quand j'avais 18 ans et que j'étais en apprentissage des chefs avec une implication et une obsession telle de la qualité clientèle que ça m'a toujours marqué finalement. Donc ça faut pas le changer finalement. Et c'est ça j'allais te dire parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire on préférait avoir un meilleur lifestyle et que les jeunes ou les plus âgés d'ailleurs aient un meilleur lifestyle, ça c'est sûr quand ils exercent ce type de métier, mais même dans le retail, enfin on en parlait précédemment. En revanche, il faut pas perdre l'obsession de la qualité. Et pour toi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Finalement, ces 2 extrêmes, quoi. C'est possible, mais il faut changer le rythme de travail pour certains collaborateurs. Donc le futur, c'est que certaines personnes veulent travailler juste 3-4 jours par semaine. Dans un hôtel de luxe, avant, c'était impossible d'imaginer que tu allais avoir des gens à temps partiel. Ça, on le fait maintenant. Donc là, même ici à Tokyo, par exemple, il y a une équipe le matin au petit déjeuner, une partie de l'équipe qui ne fait que 6h, 11h. Parce qu'il y a la famille derrière, et s'occuper des enfants. Ça, c'était inimaginable avant le Covid. C'était non, il faut être là parce que sinon, les clients, donc c'est possible. Mais c'est plus difficile finalement pour nous les entrepreneurs, mais il n'y a pas le choix. Hein, je dirais que c'est important. Et ce qu'on fait également, c'est que là, on fait venir des ambassadeurs d'autres hôtels au Japon. Là, par exemple, on a une 30aine de collègues qui vont venir d'Abu Dhabi, de Dubaï, de Doha, puisque la saison creuse pour eux, qui vont venir travailler 3 mois ou 4 mois ici. C'était inimaginable avant le Covid. Et même ici au Japon, ils se disent non, on peut pas avoir des gens pour 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils parlent pas japonais. Donc voilà, il faut changer. Et ça, vous le faites pourquoi? C'est pour créer en fait un alors pool parce que on manque de collaborateurs. D'accord. Et 2, parce que eux imaginent la valeur ajoutée de ces collègues qui viennent d'Abu Dhabi, de Lago di Como. Et ce qui se passe, c'est que certains finalement veulent plus partir. Donc finalement, c'est le meilleur pool de recrutement possible. Ouais, puis c'est hyper intéressant pour eux aussi. C'est hyper intéressant. Alors ça nous coûte beaucoup plus cher. Il faut les loger, il faut les faire voyager. Donc tu vois, on change. Et pour eux, c'est exceptionnel. Donc là, j'ai 1 ou 2 personnes à Lago di Como. Ils sont en train de se dire, ok, je vais faire 6 mois en Italie. Le resort ferme au mois d'octobre et je vais venir 3-4 mois au Japon. Donc on a des jeunes là qui vont se dire, maintenant j'ai 2 résidences finalement. Je suis en Italie et je suis au Japon. C'est ça le futur finalement. Mais il faut quand même cette envie de ces générations de voyager. Ça c'est obligatoire. Est-ce que tu dirais que c'est possible aujourd'hui d'avoir un équilibre de vie
personnelle et professionnelle quand on travaille dans le monde de la restauration ou de la grande restauration ou de l'hôtellerie très très haut de gamme comme c'est le cas pour le mandarin oriental. Je pense c'est possible. On y est presque. Maintenant, il faut être aussi. Moi, je suis toujours très très franc avec quand je fais des entretiens, quand je discute avec quand on fait nos entretiens d'embauche, c'est oui, vous allez travailler le week-end, alors ça dépend du job, oui, vous allez travailler le soir, ça on peut pas changer ça, mais vous allez avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus forte, mais ça ne sera jamais un travail de bureau de 9 à 5, ça non, ça, sauf pour une partie infime de nos collaborateurs. Mais bon, ça on sait quand on signe pour ce genre de métier quand même. Tout à fait. Mais c'est plus compliqué qu'avant, mais c'est comme ça. Et tu dirais que ce qui est dur, c'est que ça, parce que toi finalement tu le vis depuis combien de temps? Ça fait un certain nombre d'années maintenant, donc t'as créé une vie qui s'est adaptée à ton métier. Et donc une vie personnelle aussi, et je salue au passage ta femme Jamila. Mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que ce qui est dur, c'est que ça dure très très longtemps? C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé que tu veux travailler dans ce métier, ok, travailler 1 an, 2 ans, très fort, ça, on y arrive à peu près tous. Mais le faire pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, j'imagine que c'est autre chose. C'est ça, c'est sur la durée. Et ça, pareil, il faut avoir la franchise et l'honnêteté de dire ça tout de suite aux jeunes collaborateurs. Si tu veux être un directeur général d'un hôtel dans un groupe de luxe comme le nôtre, c'est pas 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est 10, 15, 20 ans, à des rythmes assez importants. Il y a 2 choses, il y a le rythme et la mobilité. Donc être directeur général d'un hôtel de luxe aujourd'hui et demain, le rythme, la mobilité pendant pas mal d'années. Et ça devient pas plus facile à chaque promotion, au contraire, ça devient plus intense dans la prise de décision, pas forcément dans les horaires de travail. Aujourd'hui, je dirais que je travaille moins que quand j'étais en apprentissage il y a 20 ans, faisant 18 heures par jour, bien évidemment. C'est pas le même type de travail. Mais par contre, la mobilité est là. Moi, j'ai une clause de mobilité, je l'ai toujours eue, c'est évident, ça va ensemble. Mais tu rejoins un groupe international. Finalement, c'est un peu pareil dans d'autres secteurs d'activité. Si tu travailles dans l'aéronautique, dans un groupe, dans le groupe aéronautique européen, dans un poste de direction, tu bouges tous les 4-5 ans également. Les hôteliers, on est un peu comme des diplomates. D'ailleurs, je rencontre souvent des diplomates que je connais depuis longtemps ou des ambassadeurs et des consuls de France qui ont bougé. Donc, ça doit vraiment être en toi. Moi, j'ai beaucoup bougé ma famille. Je les remercie. Ma fille est née à Hong Kong, mon fils est né à Londres. Donc, c'est un style de vie finalement. Mais bon, j'imagine que vous aviez un deal de départ et que c'est pas arrivé par hasard. Enfin, vous le saviez et vous étiez un peu mis d'accord. Oui, on s'est mis d'accord avec ma femme, mais après, une chose entraîne un autre, tu vois. C'est ça. Je savais pas quand je suis allé à Hong Kong que j'allais faire New York, que j'allais faire Genève, que j'allais faire. Mais finalement, tu sais que si tu as une clause déjà de mobilité et que tu rentres dans un groupe international, c'est que tu vas pas rester 15 ans dans le même hôtel. C'est impossible. Et quand tu es promu, tu bouges, tu prends un nouveau challenge. Donc il faut j'ai beaucoup de chance. La famille, c'est la clé absolue pour pouvoir te soutenir. Et en même temps, j'espère, en tout cas, je pense que mes enfants ont une éducation atypique dans ce sens-là et qu'ils vont en bénéficier plus tard quand ils feront leur vie d'adulte. J'espère. C'est pas toujours facile pour eux et je le sais. Pareil pour mon épouse. Mais leurs amis et ils sont en contact déjà avec leurs amis partout dans le monde aujourd'hui. Donc ça, c'est différent. Voilà. Ouais. Bah, c'est quand même une chance. Je suis d'accord que sur le coup, ça doit pas être facile, mais c'est malgré tout sur le long terme probablement une chance assez inestimable. Oui, moi j'ai été élevé, mes parents habitent toujours dans le petit village champenois de 350 habitants entourant de vignes et voilà, moi j'ai toujours eu les mêmes écoles, les mêmes amis, etc. Et je suis parti à 18 ans faire ça. Donc tu vois, on est une famille globale, on va dire. Les conversations à table, c'est pas le village à côté, c'est vrai, c'est plus les copains, les copines de mes enfants qui ont bougé. Là, tu vois, on est parti de Genève. En 6 mois, 3 de leurs meilleurs amis sont déjà partis de Genève. Il y en a un qui est parti à Toronto, l'autre qui est parti à Dubaï et le troisième qui part en Angleterre.
Et à 6 mois, on était tous autour de la table. Aucun de ces familles savait qu'ils allaient partir 6 mois plus tard. Donc c'est ça finalement. Ouais, il faut avoir une certaine flexibilité mentale aussi. Oui, c'est ça. Donc là, je retourne en Suisse, à Genève, cet été, voir certains de mes amis, et déjà 50% sont plus là. Mais c'est vraiment le style de vie aussi. Toi, comment est-ce que t'es tombé dans la marmite? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit j'ai envie de ça, enfin j'ai envie de faire ce choix de vie, parce que c'est réellement ça. Oui, c'est ça. Alors j'ai commencé assez tôt. Quand j'avais 16 ans et demi, j'ai fait un apprentissage en cuisine finalement. J'ai fait 7 ans. C'était plus la grande restauration à la base, toi, qui t'a attiré. Alors j'ai fait 7 ans d'apprentissage. J'ai bénéficié de l'époque où l'apprentissage montait en gamme en termes d'études. Donc j'ai fait 7 ans d'apprentissage dans des 2 et 3 étoiles Michelin. En finissant avec un BTS hôtellerie à Ferrandi à Paris. Donc l'école des chefs aujourd'hui, mais donc à l'époque c'était quand même beaucoup moins commun de faire même un des BTS en apprentissage, et ça m'a mis tout de suite ça m'a amené l'exigence en fait. Donc 7 ans d'apprentissage, donc long, 50% à l'école, 50% en cuisine, avec des grands chefs qui sont aujourd'hui des 3 étoiles Michelin. Et ça a été la première partie de ma carrière. Ça paraît interminable, 7 ans d'apprentissage. 7 ans d'apprentissage, Et donc, apprentissage, ça veut dire que t'étais, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire que, en fait, j'ai fait, donc, 2 ans, donc 3 ans, 2 ans, dans 3 restaurants différents avec diplômes différents. Donc, en fait, j'ai commencé par faire, les 2 premières années, c'était faire un CAP, BEP, cuisine. À Reims. Après ça, je me suis dit, je vais continuer, je vais faire un bac et brevet de maîtrise, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans un autre restaurant qui était 2 étoiles Michelin. Et après, je me suis dit, je vais faire un BTS, mais toujours en apprentissage. Si tu veux, j'ai fait passer mes diplômes, des différents diplômes, toujours en restant en apprentissage. Donc ça, c'est un choix très fort. J'aurais pu faire ça dans des écoles hôtelières. Mais finalement, le fait d'avoir passé la moitié de ces 7 ans déjà en entreprise m'a donné beaucoup de clés. Et après ça, c'était le premier bloc. Le deuxième bloc, c'était de se dire, qu'est-ce que je fais après? Donc après ça, j'ai fait mon service militaire qui était obligatoire à l'époque. Et après ça, je me suis dit, maintenant, je veux voyager. Et là, je suis parti à Londres. Et j'ai arrêté la cuisine parce que à l'époque, à Londres, les grands restaurants étaient peuplés de chefs français. Donc je me suis dit, si je vais dans une cuisine française, dans un Gavroche, je vais pas parler l'anglais. Donc j'ai dit à mon chef, qui était un des premiers menteurs, je dis, je ne veux pas aller en cuisine, je veux aller en salle. Et là, il m'a dit, mais t'es dingue, toi, t'es fou. Ça fait 7 ans que tu bosses pour ça. Enfin, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'envoie dans n'importe quelle 3 étoiles. Je fais, non, chef, je vais en salle, je vais apprendre l'anglais. Donc, immersion à Londres. Je parlais très, très mal l'anglais. Pendant 18 mois, je vais dans un hôtel super, et après ça, je me suis dit, allez, ça y est, c'est ça que je veux faire maintenant. C'est le voyage doit être une partie pondérante de ça, et je veux faire du leadership plus que de la cuisine. À cette époque-là. T'as compris à ce moment-là? J'ai compris à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce déclic? Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Je pense c'est l'échange avec les clients finalement, parce qu'en cuisine, t'avais pas cet échange client. Et le management d'équipe. Donc je me suis dit, donc ma première grosse ambition, c'est d'aller, je veux être directeur de la restauration. Tu vois. Et je suis rentré à Paris, j'ai pris mon premier poste au Plaza Athénée comme back of house manager. Donc ça, c'est quoi? C'est que finalement, tu t'occupes des arrières de la maison où tu gères les plongeurs, les gens qui font les cafés, mais c'est des très grosses équipes. Donc je me suis retrouvé avec une équipe de 40-45 personnes, mon premier poste de manager. Alors c'est beaucoup d'humilité parce que tu travailles avec des gens qui sont très loyaux, qui travaillent très dur, mais qui vont faire le même job toute leur vie finalement. Donc là tu te dis ok, et ça m'a beaucoup plu. Après je suis allé au Georges V à Paris comme assistant FMB, après etc. Mais ça a été mon premier calibre en me disant ok, tu es à Paris, tu veux faire directeur de la restauration. Et avec cet objectif-là, après, je suis parti à Aspen dans le Colorado. Je suis revenu à Cannes en France. Et une fois que tu as fait ça, je me suis dit maintenant, je veux être GM. Et c'est là où j'ai rejoint Mandarin Oriental. Je me suis dit maintenant, il me faut un groupe international pour pouvoir avoir une perspective d'évolution un peu plus concrète.
Et mandarin clairement me l'a donné. Et a toujours été très clair avec moi. Tu vois, quand je suis allé à Hong Kong, ils m'ont dit ça, c'est bien, mais à votre niveau, c'est 2 ans, 3 ans. Donc la famille se plaisait à Hong Kong, New York arrive. Et j'avais dit à Jamila, que tu connais, j'avais dit là, on va à New York, mais ça va être rapide aussi parce que si t'es bon à New York, tu vas avoir ton premier poste de GM. Donc, et là, ça va être à Atlanta, en Géorgie, tu vois. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est assez intense comme décision et comme processus de vie avec la famille. Mais c'est tellement enrichissant sous d'autres aspects. Et donc le voyage est quand même au cœur aussi de ce qui te plaît, et ça c'est essentiel, parce que si c'était uniquement le service et uniquement le management, ça serait quand même un déchirement à chaque fois que tu dois partir. C'est pas possible, oui, tout à fait. Et tu peux faire une carrière dans une seule ville, il y a pas de souci, où tu changes de marque finalement. Ouais. Mais moi le voyage était au cœur de tout. Ouais. Je me rappelle d'ailleurs quand on était à Genève et tu me disais assez fou de joie que tu venais à Tokyo. Oui. Parce que c'était tellement différent quand même comme aventure. C'est ça. Moi, j'ai demandé à mon CEO à l'époque, en mars l'année dernière, je lui ai dit, après 5 ans, là, j'aimerais partir. Et il m'a demandé, tu veux aller où? J'ai dit Tokyo. Et la semaine d'après, il m'a dit, OK, Tokyo, c'est bon. Donc, c'est un choix. Ça doit être un choix. Ça peut pas être, si c'est subi, c'est pas possible. Ouais. Et là, ça a intéressé la famille également, tu vois, ma femme et les enfants, de faire une aventure à Tokyo. Donc là, j'ai 2 adolescents à Tokyo, qui est quand même une expérience de vie incroyable. Et le Japon, alors tout ce que ça comporte. Tu vois là, ils sont à Tokyo quand t'es ado. T'es autonome de A à Z. Il n'y a pas de sujet de sécurité. Il n'y a pas de sujet de sécurité. Tu vas avec tes amis, tu rentres le soir. Enfin, c'est incroyable. Dans une ville de 40 millions d'habitants, peuplée de bars, de restaurants, les enfants de 3 ans déjà prennent le bus tout seuls, avec leur petit badge. Donc, je voulais donner ça à mes enfants. C'est vrai que je pense que pour eux, ça va être une expérience fondatrice pour leur vie d'adulte après. Et à chaque fois que tu arrives dans un nouveau pays, alors ils ont tous leur culture différente, il y en a certaines qui sont plus accessibles que d'autres. Le Japon est plutôt difficile d'accès, ne serait-ce qu'à cause de la langue. Comment est-ce que tu essayes de t'immerger au maximum? Surtout quand tu arrives, j'imagine, dans un lieu comme le Mandarin ou n'importe quel hôtel, en fait, tu es quand même dans une forme d'entre-soi, on va dire, avec toute l'équipe. Il y a ces 600 personnes à gérer, en plus tu es très souvent là. Donc comment réussir à s'acculturer? Voyager encore, tu vois, c'est découvrir la destination profondément, déjà la ville et après le Japon. Et le faire de façon culturelle. C'est pas juste d'aller voir les monuments et de monter, de voir la vue. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que je voyage plus et je découvre beaucoup plus de choses que parfois beaucoup de mes collaborateurs locaux, parce que je me suis vraiment donné l'ambition de le faire. Et là, tu comprends. Quand tu vas découvrir, visiter, prendre le temps, aller dans des choses qui sont importantes pour eux. Je pense que tu comprends la fabrique du pays. Tu essaies d'apprendre la langue à chaque fois aussi? Oui, alors là, je m'y mets, mais c'est compliqué. Bien sûr, le japonais, je parlerai pas japonais. Ouais. Tu montres le respect que tu as pour là où tu es, mais c'est une histoire pour apprendre le japonais proprement, il faut une dizaine d'années, ou alors il faut avoir le temps intense de le faire. Mais c'est important pour les collègues que tu apprennes. Et en même temps, tu sais, nos collègues ici, ils sont d'un respect et d'une courtoisie et d'une force mentale très forte de par l'histoire et la géographie de ce pays, tu vois. Le Japon, c'est particulier. C'est une île avec des potentiels risques importants. Géographiques, des tremblements de terre, des tsunamis, donc eux ils vivent avec ça, donc ils ont un peu une aversion du risque culturellement, donc ça faut le comprendre. Et le temps long et l'aversion du risque, parce que finalement quand tu vis sur une plaque comme ça les marque profondément. Donc ça il faut prendre le temps de bien comprendre ça. Et pas arriver avec ses gros sabots pour essayer de tout casser. Voilà, de tout changer, tout casser, même si en même temps tu dois changer. Enfin, c'est le changement perpétuel finalement. Tu changes, le style change les choses.
Je voulais te demander, David, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont, je sais pas, un collègue, une personne dans leur famille, un enfant, qui s'intéresse à ce monde de l'hôtellerie-restauration. Et alors, de manière hyper transparente, j'aimerais bien que tu nous dises quels sont finalement, enfin, si tu as un message à leur faire passer, peut-être à la fois les choses auxquelles il faut faire attention quand on veut se lancer dans ce métier, les challenges les plus importants, enfin bref, un message à faire passer à des personnes qui aimeraient se lancer peut-être, ou en tout cas qui l'envisagent, mais voilà, tu vois, qui connaissent peut-être pas de l'intérieur. Oui, c'est une super question. Alors, j'ai déjà pas mal de gens que je connais ou qui m'écrivent parce que leurs enfants veulent faire une école hôtelière, des choses comme ça. Alors déjà, pour les parents, le message c'est une industrie formidable. Il faut pas se laisser porté par quelquefois l'extrême minorité qui propose des conditions de travail et de carrière pas forcément réjouissantes. Donc aux parents, je leur dis laissez faire vos enfants parce que cette industrie n'a pas eu toujours une réputation fantastique. Bah, elle fait un peu, je dois te dire, même moi, dès que c'est d'un point de vue extérieur, elle fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on travaille comme un fou en permanence, qu'on n'a jamais de pause. Enfin, tu vois. Ouais. Donc cassons un peu. Il faut casser ça. Donc aux parents, si les enfants veulent faire une école hôtelière, un apprentissage, être cuisinier, pâtissier, les métiers de bouche, la gestion hôtelière, le marketing, la communication, parce qu'il y a plein de métiers, hein, oui, la finance, il faut les laisser faire. Parce que, tu vois, moi aujourd'hui, en tant que parent, j'espère vraiment que mes enfants en auront une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Donc déjà ça c'est très très fort. Donc si les enfants ont une idée précise de faire l'hôtellerie, il faut les laisser faire. Après, il faut bien choisir je dirais l'école de leurs enfants. Ça, c'est important, comme dans toutes les industries. Donc ça a un impact. Hein, ça a un impact. Okay. Et pareil, que ça soit dans l'apprentissage ou une école hôtelière classique, les deux sont bien. Ça dépend du style de l'enfant. Moi, tu vois, j'avais toujours, quand à 16 ans, il fallait que je rentre dans le monde de l'entreprise. Mais clairement, à cette époque-là, j'étais pas très intéressé par un cursus académique classique. Donc ça dépend de là où l'enfant il est. Est-ce qu'il est plus dans le cursus académique classique ou est-ce qu'il veut rentrer dans l'entreprise? Et puis c'est bien que tes parents t'aient laissé faire. Enfin, je sais pas si ça a été une discussion difficile, mais parfois, tu sais, les parents veulent tellement le bien de leur enfant qu'en fait, ils veulent les forcer à rentrer dans la case classique de l'école, machin, tout ça. Mais bon, si c'est pas fait pour lui, c'est pire que tout. C'est ça. Et moi, c'était pas fait pour moi. Mes parents m'ont laissé faire. Et souvent, j'entends ça ou ah oui, mais qui passe son bac ou fasse 2-3 ans d'université avant qu'il commence l'hôtellerie. Mais non. L'hôtellerie, ça peut être une formation courte ou une formation longue. Hein, aujourd'hui, tu as de tout, des métiers de bouche, à des masters, des MBA, des PhD. Enfin, encore une fois, la fonction hôtelière a changé. Hein, tu as l'asset management, tu as la partie résidentielle, tu as plein de choses. Donc, faire l'école hôtelière de Lausanne, c'est pas la même chose que de faire un apprentissage dans une région française. Évidemment que c'est pas pareil. C'est pas les mêmes coûts non plus. Mais les deux sont bien. Les écoles hôtelières suisses, c'est à part. Hein, c'est un réseau exceptionnellement fort qui vont permettre à ces jeunes d'accélérer leur carrière au niveau réseau et networking. Mais qui a un coût élevé en général. Qui a un coût très élevé. Et les écoles hôtelières françaises et l'apprentissage français, incroyablement fort dans les métiers de bouche. Donc moi j'ai fait Ferrandi à Paris, qui a des coûts très très mesurés. Moi, mon apprentissage, j'étais même payé. Et là, avec un réseau mondial pour un jeune de rentrer dans des restaurants mandarins ou ailleurs, avec une carrière exponentielle. Donc, faut les laisser faire. Il faut être conscient, faut leur dire que c'est pas que tu vas travailler quand tes copains feront la fête. Ça, il faut leur dire. Tu vas travailler quand tes copains vont faire la fête, surtout au début. Mais par contre, tu auras déjà une histoire de vie assez incroyable à jeune âge. J'ai rencontré quelqu'un là, alors c'est intéressant. Je visitais un de nos hôtels compétiteurs à Tokyo il y a quelques jours. La personne qui m'accueille est une ancienne collègue chez Mandarin Oriental. Elle a fait 8 mandarins oriental. Elle a 28 ans. New York, Doha, Dubaï, enfin extraordinaire. Et cette personne-là, elle est, je crois, native, elle est japonaise. Hein. C'est juste incroyable. J'en ai un autre cas où on a embauché un jeune Français qui vient d'une école hôtelière française. En 2 ans, il a déjà fait 4 mandarins.
il a travaillé, il a fait c'est Genève. une expérience de vie à un jeune âge qui est assez exceptionnelle quand même. Donc il est arrivé chez nous à Genève, il est allé à Costa Navarino ouvrir notre resort l'été dernier, et là il est à Oman. Ce jeune-là, dans 1 an, 2 ans, il est déjà dans un poste de senior management dans un hôtel. Donc je leur dirais, il faut y aller. S'il y a cette passion, et si elle voyage, et si vous avez des enfants qui sont attirés par le voyage, et ça c'est très très fort. Quelles sont les qualités les plus importantes, tu dirais, en termes de personnalité? Faut aimer bosser quand même. Ouais. Le voyage. Et puis l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Hein, faut aimer les gens. Parce que finalement, en tant que manager, tu vas devoir gérer beaucoup de collègues, donc des problèmes, et beaucoup les clients. Donc par contre, si tu n'aimes pas, si tu veux être derrière, si tu es pas introverti, mais si tu veux faire un job plutôt d'ingénieur, ou que t'es quelqu'un qui est plus sur travailler seul, c'est pas forcément des métiers pour toi, ça. Ça c'est important. Mais si tu aimes les métiers d'équipe, et la prise de décision, on a des jeunes managers, ils prennent des décisions très fortes et ils sont très jeunes. Hein. Ça c'est assez formidable, hein. Et on les soutient là-dedans. Encore une fois, le trade-off, comme on dit, c'est oui des contraintes opérationnelles et d'horaire, mais en échange des responsabilités très fortes et des salaires qui sont pas mal du tout par rapport à l'âge finalement. On pense toujours oui c'est mal payé. Non, si tu es un jeune manager en hôtellerie, quand tu as 24-25 ans, par rapport à d'autres collègues qui sortent d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur à 24-25 ans, ils vont ni avoir les responsabilités, ni les équipes, et le salaire sera pas forcément plus gros. Donc ça a bien changé finalement. Ça c'est le post-Covid, ça a aidé à faire des grilles de salaire et des perspectives de carrière financière qui sont beaucoup plus intéressantes. Bah, écoute, je te remercie parce que tu vois, tu as justement battu en brèche un certain nombre d'idées reçues que je pouvais avoir moi aussi sur le sujet. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire qu'on peut avoir aussi ce type de parcours qui est moins classique, en tout cas pas grande école, machin, le truc habituel, mais où finalement ça peut ouvrir des portes, et tu en es d'ailleurs un merveilleux exemple, à des personnes qui étaient pas académiques, et ça n'empêche absolument pas d'avoir une carrière franchement assez fulgurante dans le secteur. Donc ça aussi c'est hyper positif. C'est ça, et après tu te formes. Tu vois, moi j'ai fait mon MBA donc avec mandarin dans le cadre de ma formation, de mon évolution. J'ai fait un MBA business et law, rien à voir avec l'hôtellerie, financé par le groupe en Australie, avec le Royal MIT en Australie. Donc voilà, donc jamais j'aurais imaginé avoir un Master of Business. Donc ça, j'ai fait ça entre 2013 et 2016 pendant 3 ans avec donc qui était fait par module. Avec 10 personnes du groupe, tous les 3 ans ils prennent 10 personnes et ils les envoient faire ce MBA pendant 3 ans en alternance finalement, on va dire. Donc voilà, jamais j'aurais imaginé avoir un MBA de ma vie. Et on fait pareil avec nos collaborateurs ici, on leur propose des formations très poussées qui sont financées par le groupe bien évidemment. Donc c'est ça le futur de l'éducation également, hein. Il faut sortir un peu des cases avec l'éducation en ligne, l'éducation aujourd'hui tu peux faire les choses différemment. Je rencontrais quelqu'un la semaine dernière à Tokyo qui a des enfants, donc lui est italien, sa femme est américaine, et 2 mois par an il les sort de l'école pour les envoyer en Italie. Génial. Faire les 2 derniers mois de l'année en Italie. Et là-bas, dans le village italien, on le fait sûr. Et l'école américaine où il le fait OK. On peut faire plein de choses aujourd'hui. On peut faire plein de choses. On peut demander, il me disait également, sa fille plaît un instrument de musique. Il a envoyé un email à un musicien en France qui est professeur de musique, pour lui demander s'il pouvait faire en ligne des cours à sa fille, et voilà, c'est ça. Donc les choses changent, l'évolution pour nos enfants, pour nous-mêmes, la formation a complètement changé. David, on arrive à la fin de cet entretien et j'ai à chaque fois des questions que j'aime bien poser qui sont mon crible. La première de ces questions, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un échec qui serait ton plus bel échec, ton plus grand échec, celui dont tu es un peu fier secrètement, ou en tout cas qui t'a appris quelque chose d'intéressant? Oui, alors pas qu'un, hein, bien sûr.
plusieurs échecs professionnels, hein. Ça c'est clair, hein. Et finalement, ça fait vraiment partie du succès. Tu vois, il y a eu un moment donné où peut-être je suis allé trop vite dans mon évolution professionnelle et d'un seul coup, j'étais pas prêt et je suis retombé. Et ça, c'est normal. Et en fait, quand on dit marche après marche, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est parfois tu tombes et tu recommences. Donc oui, échec professionnel sans aucun doute. Mais c'est même pas forcément un échec quelque part. Ça fait partie d'une carrière. Finalement, aujourd'hui, si tu n'as pas de gap, tu sais, dans un CV ou de choses qui sont trop linéaires, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Est-ce que ça veut dire que t'as pas pris assez de risques aussi, peut-être? C'est ça. Hein, donc moi je me souviens quand j'ai pris mon poste à Paris, justement au Georges V à l'époque, c'était un peu trop tôt ce poste-là précisément, et après je suis parti et je suis revenu un peu en arrière, mon premier poste aux États-Unis, et je suis remonté. Mais ça c'est donc avec du recul, ça m'a beaucoup servi d'ailleurs, beaucoup servi. Mais ça fait partie d'une carrière professionnelle. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ça c'est toujours. Alors moi j'ai pas de regrets. J'ai jamais de regrets. C'est plutôt bien sûr avec aujourd'hui les connaissances et la technologie qui est disponible, ça sera allé beaucoup plus vite. Tu vois, parce que c'est vrai qu'à mon époque, j'ai pris le temps finalement. Hein. Tu vois, il y avait cette timidité d'engagement et d'être assez peut-être trop timide, trop poli dans l'évolution de carrière. Tu veux dire que t'osais pas demander des promotions? Voilà, c'est ça. Ça c'est clair qu'aujourd'hui ça a changé. Hein. Donc c'est ça a changé ou tu as changé? Alors moi j'ai changé, mais aujourd'hui la génération qui vient sur le marché, elle est pas comme ça et elle a raison. Donc moi je suis de cette époque-là où si on te disait ça va prendre 3 ans pour faire ça, même si tu avais des offres en parallèle, tu bougeais pas, t'attendais 3 ans bien gentiment. Donc peut-être ça, j'étais plutôt d'un naturel introverti quand j'étais un jeune adulte et ça sans doute ça m'a desservi un peu dans la rapidité de mon évolution de carrière. Oser plus quoi. Ouais, oser plus, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis? Ça peut être récemment ou pas. Oui, bien sûr. Tout à fait. Quelque chose qui te vient à l'esprit? Oui, alors je pense que le sujet numéro 1 un petit peu c'est en ce moment c'est la transition énergétique et notre planète. Hein. Et moi je suis je suis 100% engagé là-dedans, mais je pense de plus en plus que nous allons nous en sortir. Donc je suis plus positif qu'avant sur ce sujet. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La technologie, je pense. La technologie et les évolutions incroyables dans notre capacité finalement à nous adapter. Je pense que globalement l'humanité va trouver la solution contre le réchauffement climatique. Et j'étais beaucoup plus pessimiste il y a quelques années, mais quand je vois les initiatives individuelles, collectives, d'entreprises qui finalement poussent nos gouvernants à faire plus, ça me rassure. Et puis les entreprises qui essayent de faire et les aussi. entreprises qui font beaucoup de choses. Donc moi je pense ça va être très dur. Je pense que le tipping point. Alors oui, la planète se réchauffe et c'est malheureusement ça va sans doute être très compliqué d'arriver aux températures d'il y a 20, 30, 40 ans. D'accord. Mais en même temps, on trouve des solutions technologiques qui sont très très fortes. Donc ça pour moi. C'est pas un changement d'avis, mais disons que je suis plutôt optimiste là-dessus. Et je ne veux pas, tu vois, le risque c'est d'en faire toujours un enjeu politique de façon assez négative et d'attirer vers le bas. Et je fais attention avec mes enfants qui ne tombent pas dans le piège de dire que de toute façon tout va s'écrouler. Tout est foutu. Vous, les anciens, vous auriez dû faire plus. Parce que finalement, ça, c'est un peu le discours qu'on peut entendre parfois. Mais maintenant, on a une montagne à gravir. Hein. Et tu vois, moi qui étais en Suisse également, on le vit, hein, le réchauffement climatique là-bas en Europe. Dans les sommets, dans les montagnes, dans la neige, etc. Mais en même temps, étant anciennement en Suisse, on voit
la force d'entraînement et la collectivité suisse, la façon de vie, ce qu'ils font, les entreprises, ils vont de l'avant, ils n'ont pas le choix finalement. Hein. Donc j'ai changé de pied, on va dire, là-dessus. Très intéressant, je te remercie. Alors cette question, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être au sens métaphorique ou littéral, vraiment du terme. Alors moi, c'est la géographie, la géologie, ça m'a toujours plu. D'accord. Les grands paysages, ouais. Les paysages. Voilà, ça c'est l'immensité américaine, par exemple. Tu vois, je suis le Mont Blanc, les forces de la nature. De sublime, quoi, quand tu vois ces grandes étendues. Ouais, c'est toujours une grosse émotion d'être sur ces grands espaces. Et c'est pour ça que l'Amérique m'a toujours attiré. Moi, j'ai toujours été attiré par ces grands espaces. Est-ce que au Japon, il y a un lieu qui t'intéresse, que tu as vraiment envie de visiter, que tu n'aurais pas encore vu? Alors, le mont Fuji, c'est un peu leur cheminement d'une vie. Donc ça, c'est pas très loin finalement. Ici, en train, en voiture, c'est 1h30. Hokkaido, ça pour moi. Alors, comme je suis un fan de ski, j'attends. C'est la neige et dans tous ces états. Donc, ce qu'ils appellent Niseko, hein, cet endroit où les skieurs du monde entier vont. Donc ça va être court terme, ça va être ça. Et après, aller aussi historiquement, tu vois, Hiroshima, Nagasaki, tout ça, parce que l'histoire aussi est quelque part est très émouvante. Hein. Mais c'est vrai que la géologie, pour moi, ça m'a toujours, j'ai toujours été fasciné par voir ça, et quelque part, ça explique le pays. Tu vois, comme la France, avec une géographie si intense. Je trouve que et la troisième chose, c'est la langue aussi qui tu vois, quand j'entends parler toutes ces langues, la langue, c'est la culture du pays également. Ça pour moi, ça m'a toujours, ça m'intrigue toujours, cette association. Il y a d'ailleurs un très bel ouvrage, mais je me rappelle pas de sa référence, qui explique en quoi la géographie a énormément d'incidence sur la culture. Et donc typiquement le Japon, qui est ce pays très étroit avec énormément de montagnes, en plus comme tu le citais, les tremblements de terre, enfin quand même beaucoup de cataclysmes, les tsunamis, etc., a créé en fait la culture japonaise très communautaire, parce qu'en fait il n'y avait pas le choix. Mais c'est hyper intéressant, je trouve. Alors j'ai la question corollaire, qu'est-ce qui t'irrite ? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu supportes pas quand tu l'observes? Oui, alors je suis assez irritable sur le manque d'exigence. Dans ton métier, c'est plutôt une qualité. Voilà. Donc moi, comme je suis très exigeant avec moi-même, et j'ai tendance à être peut-être un peu trop exigeant avec les autres, même dans mon cercle privé, on va dire. Donc ça m'irrite, et les personnes. C'est le laisser aller qui t'irrite? Oui, ça m'irrite un petit peu. Et les personnes qui sont pas à l'heure, ça c'est très irritable. Mon séjour en Suisse a confirmé mon obsession de ça. Et même ici, le Japon étant connu pour ça, je pense qu'ils ne battent pas les Suisses. Donc j'amène ma touche suisse ici, ou même ici j'arrive à être irrité du retard des gens, mais c'est vrai que ça m'irrite un peu, mais c'est le manque, tu vois, je suis tellement dans le détail, et sans doute trop dans le détail, mon épouse dirait sans doute ça de moi, d'être trop dans le détail. Parfois j'ai tendance à irriter s'il y a ce manque de réflexion poussée des gens, dans mes collaborateurs. Je comprends, mais bon, j'imagine que c'est aussi une de tes qualités professionnelles. Tout à fait. S'il y avait un personnage que tu pouvais rencontrer, qui est soit décédé, soit encore en vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit, comme quelqu'un qui t'inspire, que tu aurais vraiment envie de rencontrer? Oui, alors il y en a plusieurs. Alors, c'est un des livres qui m'a marqué, peut-être Philippe Labro. Tu sais que je l'ai interviewé sur le podcast. Oui. Et les lectures de Philippe Labro, en grande partie, m'ont donné l'envie d'aller vivre aux États-Unis. Donc ces livres sur le Colorado, Un été dans l'Ouest, magnifique. Hein, ça a été le déclencheur. Donc j'étais déjà attiré naturellement par les États-Unis, et ce livre m'a donné, et j'ai vécu dans le Colorado.
Donc là, je dirais Philippe Labro, et j'ai écouté ton podcast avec lui, et c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Bah écoute, je pense qu'on peut peut-être essayer d'organiser ça. Ouais, il va falloir que tu reviennes en France, par contre. Ouais, tout à fait. Mais ses écrits m'ont beaucoup marqué, et son amour de l'Amérique, et il a une compréhension vraiment des deux cultures qui est très très forte. Et j'écoute toujours ses vidéos quand il fait des choses dans la presse écrite. Ouais. Deux dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui te porte, qui te plaise, que tu répètes peut-être de temps en temps? Alors, il y en a plusieurs. Alors, dans le professionnel, tu vois, ça tourne autour de l'exigence dans le travail. Je dirais ça. Après, historiquement, j'ai toujours un personnage historique qui me fascine, c'est Winston Churchill, qui est connu pour avoir eu des citations assez géniales. Voilà. Donc, sans en citer une, ça serait plutôt dans ces citations qui ont toujours été crevant de vérité au moment précis. Avec un art de la formule très british. Très british, voilà, tout à fait. Ouais. Mais je suis quand même obligée de rebondir sur ce que tu disais sur cette exigence, parce que une question me vient à l'esprit, et je pense que peut-être d'autres personnes se la poseront, c'est: est-ce que le fait d'être aussi exigeant fait que on perd du plaisir dans son métier? C'est-à-dire que est-ce que ce souci de l'exigence, du détail permanent, il a un impact finalement sur la notion de plaisir? Je te pose cette question parce que je pense que dans un métier comme le tien, où on est aussi investi, et puis sincèrement dans beaucoup de métiers, moi je crois beaucoup au fait que le plaisir est un des facteurs clés de succès, en fait, déjà de la durabilité, mais même finalement de la performance dans le temps, parce que c'est aussi parce qu'on aime ce qu'on fait quand même qu'on le fait bien. Et donc, est-ce que c'est incompatible ou pas pour toi? Quand on est exigeant, ça crée toujours de la frustration quelque part. Hein. Ça c'est normal. Alors ça me retire pas le plaisir. Le plaisir pour moi, c'est de voir les collègues qui évoluent professionnellement, par exemple. J'allais te demander, c'est quoi tes plaisirs du coup professionnels? Donc là, tu vois, c'est quand je rencontre mes collègues maintenant qui ont évolué chez Mandarin Oriental et que j'ai travaillé avec eux et que j'ai peut-être été une partie de leur évolution, c'est ça vraiment mon plaisir. Donc ça tue pas le plaisir. Il faut avoir la charge mentale est assez forte de gérer soi-même ce stress finalement. Comment tu gères quand tu reçois des retours clients ou des choses comme ça qui se passent pas parfaitement. Et qui est inévitable en plus dans inévitable. ton métier. Donc de toute façon, ça ne peut que se répéter. Et la technologie a amplifié cette communication sans cesse finalement. Hein. Un hôtel, c'est 7 sur 7, 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais. Donc tu peux être en vacances très très loin d'ici, même si tu prends du temps pour toi, tu es tout le temps connecté. Donc ça c'est plus un travail sur soi-même que je ne pense pas avoir réussi à 100%. Donc ça passe parfois par des phases. Mais l'évolution de mes collaborateurs, ça c'est plus grand plaisir. J'ai une théorie que je te partage à ce sujet parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi beaucoup de frustration naturellement, et c'est pas de l'hôtellerie et de la restauration, mais malgré tout, c'est aussi un peu 7 jours sur tête. Et je constate pour moi, en tout cas, que ce qui fonctionne, c'est quand j'arrive à avoir un dosage où j'ai plus de plaisir, j'arrive à avoir plus de choses qui me font plaisir. Donc là, par exemple, venir à Tokyo pour te voir ou pour aller ouvrir notre boutique. Enfin, tu vois, j'ai ces éléments de plaisir qui sont légèrement supérieurs à tous les emmerdements et les frustrations. Bah là, ça va. Mais dès que la frustration prend le dessus, bah ça draine. Non, t'as raison, hein, c'est pas facile. Et en même temps, moi je dis toujours à mes faut prendre son travail au sérieux, mais faut pas trop se prendre au sérieux. Tu vois, comme là, alors je dis souvent, on sauve pas des vies humaines. Hein. On est des hôteliers, donc rien de très très grave va se passer de toute façon. Un client pas satisfait, d'accord, mais on n'est pas chirurgien où on risque la vie des gens. Donc mon aide, je prends pas trop. Il faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Ouais, c'est bien que tu le rappelles parce qu'en plus dans des métiers comme ceux-là où il y a une très forte pression, je peux imaginer qu'on perd de vue en fait tout ça. Voilà, on apporte du bonheur à des clients qui sont souvent très privilégiés et ça fait partie du jeu, mais faut pas perdre de vue que il y a des choses plus graves dans la vie que ta chambre ne soit pas prête à 15 heures par exemple.
Écoute, je garde la phrase, on va le garder comme ta citation. Voilà. De dire prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. Et dernière question pour toi, David. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être même un peu transformé, franchement? La question, tu vois, c'est moins sur juste un bon bouquin et plus sur un livre qui a eu un impact fort sur toi pour te constituer, tu vois, en tant que personne. Bah ça, je parlais de Labro tout à l'heure. Ça, c'est vraiment c'est assez fondateur dans le sens où il y a eu avant et après. Je me souviens encore de quand j'ai lu un été dans l'Ouest. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Je me souviens encore du moment, hein. Et ça a été une confirmation très forte. Ça m'a donné l'envie vraiment très poussée d'aller vivre aux États-Unis, et je l'ai fait. Donc je dirais, si j'en prends un, c'est celui-là. Et après, encore une fois, avec Churchill, des choses comme ça dans ses mémoires de guerre, et la force de résilience, qui est un sujet incroyable, mais pour l'histoire de l'humanité. Mais Labro, je dirais, ça a été un peu un uppercut. Écoute, je te remercie 1000 fois d'avoir autant partagé. Je te souhaite une très très belle implantation, alors même si c'est déjà un peu passé maintenant au Japon et à Tokyo. Beaucoup de voyages supplémentaires. Et puis hâte de savoir quelle sera la prochaine destination. Merci beaucoup, Pauline. David. Merci pour ton temps.